Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes depuis bien longtemps sous l'emprise d'une passion ô combien louable, l'écriture. Elle vous permet d'en évoquer une autre dont il est très difficile de se défaire dans un roman inspiré d'une histoire vraie. Le mot chou figure dans le titre, ce qui est logique, puisque vous faites plus que jamais partie de la crème des romancières. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Jacques Pessis. Alors on vous retrouve avec Des choux et des reines, ce roman chez Albin Michel, qu'on va évoquer tout à l'heure, qui est un roman d'actualité, d'une triste actualité d'ailleurs, mais en même temps il y a votre sourire et votre plume qui rattrape tout ça. Le principe des clés d'une vie, vous le connaissez, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Vous êtes venu plusieurs fois, mais j'ai trouvé d'autres dates. Oui, c'est ce que je me demandais. Ah ben voilà, et alors j'ai trouvé une date qui ne vous correspond pas, mais qui est importante dans vos passions, le 9 octobre 1925. C'est la sortie de ce film. La ruée vers l'or. Oh Charlie là Chaplin. là, c'est le premier film que j'ai vu. Exactement. Oh là là. Ah oui, je rentrais du Maroc, donc j'avais 5 ans. Et j'avais jamais été au cinéma. J'avais 5 ans, vous me direz, c'est mal. Et on m'a emmené voir La ruée vers l'or. Mais j'ai cru que c'était vrai, quoi. J'ai cru qu'il allait manger sa chaussure, qu'il allait se faire démolir par le gros méchant. Et moi, j'étais vraiment dans le film. Et j'ai fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits. C'est fou, hein. Ouais. En fait, la chaussure du film était en réglisse et ça a duré 3 jours, les prises de vue, ce qui fait qu'il s'est à l'hôpital avec une crise d'insuline. Eh oui. Tellement il a mangé de Ouais. réglisse. Il était formidable, il Oui. était formidable. Il faisait tout, hein. Il faisait la musique, le scénario, il jouait, il dirigeait. Et il y a 2500 chercheurs d'or comme figurants. En fait, ce sont des vagabonds qu'on a engagés pour un jour pour leur donner un peu d'argent. Ouais. Alors, ce film, effectivement, il vous touche parce que vous avez vous-même été, si j'ose dire, sans domicile fixe, un peu comme Oui, Charlot. oui. Ben, quand je suis rentrée du Maroc, exactement, j'étais sans domicile fixe. On n'avait pas, on savait pas où habiter. Je crois que c'était la crise du logement à l'époque en France Qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, mon père nous a laissé, je crois que c'était à Aix-en-Provence, et Oui. on a fait le tour de France. C'est-à-dire que maman avait une technique, on en allait dans un café, elle nous prenait un café au lait. Elle était assez jolie, bien mise, elle avait un air très bien élevé, et elle se liait d'amitié. Elle commençait à parler à une jeune femme et qui lui disait: mais madame, vous êtes toute seule avec 2 enfants dans un café, et ça. Et elle lui racontait que son mari, elle, n'avait pas d'appartement, et très souvent la dame, et on finissait par aller habiter chez cette dame. Carrément. Voilà, et on allait habiter chez cette dame. Donc moi, j'allais à l'école. Moi, je devais avoir, à l'époque, j'étais petite, je suis née en 54, on a dû rentrer en 58. C'est ça. Et donc j'allais à l'école, enfin petite maternelle, tout ça, c'était pas très très grave. Et puis au bout de 2-3 mois, on déménageait parce que mon père avait séduit la dame qui nous avait hébergés. Carrément. Et le mari était pas très très content. Et donc nous partions la nuit à pas de loup, et on allait se mettre dans un autre café et tout recommencer. C'est presque le sujet d'un scénario de film. Vous auriez pu écrire un film avec cette histoire. Avec ma vie, je peux écrire un film, je vous assure. Vous le ferez un jour ou l'autre. Alors, je trouve que vous êtes né à Casablanca, comme Daniel Pénac. Et Daniel Pénac, lui, était un cancre à l'école. Et il est devenu professeur très sérieux parce qu'il a eu l'amour des livres. Et finalement, c'est un point commun avec vous. Ouais. Moi, les livres, ça a été... C'est-à-dire que j'avais une vie le jour, j'allais à l'école, et j'avais une vie la nuit, je lisais. Mais en même temps, le goût de la lecture est venu par votre mère qui était institutrice. Non, pas du tout, parce que maman lisait pas du tout. Ah bon? Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je me suis mise à lire. J'étais pas loin, on habitait pas loin d'une bibliothèque municipale, et j'ai dû rentrer un jour, demander un livre, et ça a commencé comme ça. C'est fou. Et vous avez été tellement fasciné que vous avez continué régulièrement à lire tous les livres qui vous tombaient des Je rayons. lisais tous. Je lisais même les notices de médicaments. Ah. Ou les notices de dentifrice. Je lisais tout. Tout. Mais vous aviez envie... Ça vous fascinait? Qu'est-ce qui vous fascinait dans le livre? Mais les mots. Moi, c'était les mots. Mais je vous assure, moi, je me rappelle le jour où je suis tombée sur le mot fichu. Vous savez, les petits fichus qu'on se nouait sous... Brigitte Bardot se nouait sous le menton. Et ce petit mot m'a mis dans un état de transe. J'étais heureuse, quoi. Je répondais fichu. Il y en avait beaucoup. Bigoudi. Alors là, c'était comme des bonbons.
Et les bibliothèques municipales ont été créées en 1862. En fait, dans chaque école primaire, au départ, on a dit il faut lire, c'est une bonne nouvelle. Et c'est l'Église catholique qui a créé le réseau des premières bibliothèques, oui. Ah, je savais pas. Ah, c'est fou, hein? Ouais, C'est parti de tout ça. Alors, et je crois que votre premier livre qui vous est vraiment touché, Catherine Pancol, c'est Sans famille. Ouais. Ah oui, Sans famille, ça y est. Pourquoi? Bouleversement. C'est l'histoire d'un petit garçon orphelin. Enfin, il a plus de papa, il a plus de maman. C'est un enfant trouvé et qui part sur les routes, qui était un peu comme moi d'ailleurs, qui était sur les routes. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai dû m'identifier à lui. Gabon avec 2 caniches et je me rappelle plus le nom du monsieur, enfin de l'homme de troupe. Et il fait des spectacles, il ramasse l'argent à la fin du spectacle et il rêve de sa maman parce qu'il a un vague souvenir de sa maman. Et oui, j'ai dû m'identifier totalement. Il faut savoir qu'Hector Malot, à l'époque, était aussi célèbre que Balzac. On en parle beaucoup. Oui, on n'en parle plus du tout. Et puis, il était tellement célèbre que quand le capitaine Dreyfus est incarcéré, Lucille, la femme du capitaine Dreyfus, va voir Hector Malot en disant « Aidez-nous, vous êtes un homme bon ». Ah bon? Hector Malot était malade, alité, et finalement, elle est allée vers Zola et qui a publié son J'accuse. Et au départ, c'est Hector Malot qui devait défendre Dreyfus. Ah, je ne savais pas du tout. Vous avez trouvé ça où? Ah, moi j'ai trouvé ça dans mes archives. Alors, c'est vrai que vos lectures ont évolué avec les années. Oui. Petit à petit, Ah vous oui, avez découvert d'autres choses. J'ai grandi surtout. Oui. Et qu'est-ce qui vous a touché justement? Parce que est-ce que c'est de plus en plus des romans ou des essais Ah non, moi c'était roman. Non, puis ce que vous avez oublié de dire, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi je lisais par ordre alphabétique. Oui, ça je sais. Parce que je voulais absolument rien manquer. Je pensais que si j'allais manquer un livre, mon monde allait s'écrouler. Donc je faisais tous les A à la bibliothèque, et je suis arrivée sur Balzac, BA. Donc il était Balzac. Et Balzac m'a pris un temps infini, mais en même temps j'ai découvert un monde. Ah oui, là je suis vraiment partie très très loin. Comme je pense les gamins quand ils vont voir les Interstellar ou je ne sais pas les grandes sagas, épopées au cinéma. Moi c'était Balzac. Ouais, plus que la télévision. Alors nous, on n'avait pas la télévision à la maison, donc j'ai pas été élevée du tout par la télévision. En fait, il y a une émission aux États-Unis très célèbre, littéraire, une série qui s'appelle Reading Rainbow, qui permet aux enfants d'apprendre à lire et de découvrir les romans. Ah bon? Oui, ça n'existe pas en France, hélas, mais ça marche très très bien. Ah ouais, ça marche bien? Oui. Parce qu'il n'y a plus de librairie aux États-Unis. Je sais, c'est un autre débat. Alors, le problème aussi, c'est que vous avez souvent changé d'école, changé de copine, et ça, c'est pas très joyeux pour une enfant. Non, c'était très triste, ça. Mais ça vous a pas empêché d'être une élève très brillante? Non, j'étais pas brillante. Vous avez eu le bac très tôt, quand même? Oui, j'ai eu le bac tôt parce que j'avais une mère institutrice et il fallait que je sois dans les 5 premières de la classe, sinon ça allait pas. Mais en même temps, le bac à 16 ans, c'est pas si fréquent. D'abord, j'avais 2 ans d'avance parce que maman, donc, qui était institutrice, m'a appris à lire et à écrire. Donc, je suis rentrée très, très vite en grande section. Je me suis pas tapé les petites classes maternelles. Oui, mais en même temps, quand on n'a pas de copine et qu'on doit travailler, c'est pas toujours très agréable. Mais j'aime pas mon enfance, vous le savez. Mais on le sait, c'est donc. depuis longtemps. Non, Alors, mais en même temps, je m'étais beaucoup réfugiée dans les livres. Donc, c'est vrai que j'étais très, très bonne en français. Et je me réfugiais j'avais toujours de très très bonnes notes en dictée, en composition, on appelait ça composition, les dissertations. Et j'ai fait un bac littéraire, donc. Et ça vous a permis ensuite de donner des cours de latin et de français? Oui, j'étais bonne en latin aussi. J'aimais beaucoup beaucoup le latin. Parce que c'est très logique le latin. Oui. C'est comme faire des sudoku le latin. Et mais il se trouve en plus que vous avez gagné votre vie de différentes manières, dont des cours. J'étais prof de français-latin à Lausanne. Et ça aussi, c'était très, très, très fort, parce qu'à 18 ans, c'est pas très fréquent non plus. Alors là, je devais avoir 19. Oui, bon, ça va. Et puis, un jour, vous rencontrez un copain de fac qui s'appelle Dominique Farran, et il va changer votre vie. Ouais. Car Dominique Farran est le fils de Jean Farran, directeur de RTL. Oui, qui était directeur de RTL. Et la veille, j'avais quitté mon boulot parce que j'avais été... maintenant, je ne sais pas comment on dirait, mais en fait, mon patron, le mec... Parce que je travaillais le week-end pour gagner de l'argent et j'allais en fac la semaine. Et donc, le week-end, en gros, quand je parlais anglais, moi. Donc, je servais d'interprète à mon patron et qui était directeur d'une agence de mannequins. Et donc, il allait faire son marché de filles jolies et ravissantes à Stockholm, Oslo, Francfort, tous les pays nordiques.
il avait toujours une ou deux mannequins qui se mettaient dans son lit pour la nuit. Mais moi, je ne m'occupais pas de ça. Je m'occupais de est-ce que vous pouvez venir vivre à Paris? Est-ce que vos parents sont d'accord? Est-ce que vous avez des allergies alimentaires? Enfin, vous voyez, je leur posais je les interviewais pour savoir comment elles voulaient vivre. Et un jour, il n'a pas trouvé de mannequin à se mettre sous la dent et il a essayé de me sauter. Mais ça a été très, très loin. Et donc, ça a été horrible. Moi, ça a été encore horrible. Et donc, j'ai perdu mon boulot et j'avais plus d'argent. Et j'étais assise sur un banc public, non mais c'est vrai, hein, près de l'avenue Marceau. Et Dominique Farran est passé en voiture en plus. Et il a dû m'apercevoir et j'ai entendu la voiture qui faisait marche arrière. Et puis il m'a dit Catherine, ça va pas. J'ai dit, oh ben non, la vie est trop dure. Je trouvais que la vie était trop compliquée. Et il m'a dit, j'ai perdu mon boulot et j'en ai marre de chercher du travail tout le temps. Et il m'a dit, va voir papa. Et papa était directeur de RTL, Paris Match, Marie-Claire. Oui, car à l'époque, Jean Farran cumulait les emplois pour Jean Pauvre. Il y avait une chose extraordinaire, régulièrement, il se faisait virer de matchs de RTL, donc il touchait des indemnités et il revenait la semaine suivante. C'était une autre époque. Oui. Et c'est vrai que Jean Farran, quand il est arrivé à Radio Luxembourg, qui est devenu RTL, il a eu le génie de mettre des émissions qui n'ont pas marché pendant 2 ans. Il a insisté, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Résultat, elles ont duré 30 ans. Oui. Donc c'était une véritable... Elles ont très bien duré. Hein. Elles ont très bien duré. Et vous aussi, vous avez fait votre parcours là-dedans. Ouais. Et j'ai trouvé une autre date importante dans ce parcours, le 10 avril 1975. A tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Pancol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Pancol, un nouveau roman tout à fait étonnant qui s'appelle Des choux et des reines chez Albin Michel. On en parlera parce que c'est très différent des sagas que vous avez publiées ces dernières années. 10 avril 1975, votre première télé grâce à cette chanson. Car vous avez fait l'interview de Sheila à la maternité avec Ringo et le bébé Ludovic. Ouais. C'est votre première télé. C'est ma première. J'apparaissais pas, hein, moi. Il y avait Sheila, Ringo et le bébé. Comment ça s'est passé? Non, mais j'avais fait, surtout en rentrant dans le groupe RTL, Paris Match, Marie-Claire, ils avaient aussi un journal qui s'appelait Mademoiselle. Et comme moi, j'avais été engagée comme stagiaire à tout faire, ils avaient besoin de quelqu'un pour interviewer Sheila. Et c'est pour un journal qui s'appelait Mademoiselle. Exactement. Et donc, personne ne voulait aller interviewer Sheila parce que c'était tous des trop grands journalistes pour aller interviewer Sheila. Donc, ils se sont dit, on va envoyer la petite stagiaire. Je me suis pointée et je suis tombée sur Claude Carrère, qui était son producteur, et qui m'a présenté Sheila, qui était très, très gentil et tout. Et puis, j'ai fait une interview de Sheila, j'ai fait un papier sur Sheila. Et puis, quand le papier est sorti, j'ai reçu un coup de fil de Claude Carrère qui m'a dit... dis donc, vous écrivez bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je fais une licence de lettres et là, je suis journaliste à Match. Et il me dit, licence de lettres, donc vous écrivez bien, donc faites-moi une chanson pour Sheila. Voilà. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Je dis, ah oui. et j'ai écrit Mélancolie pour Sheila. Exactement. Qui est cette chanson? Je cherche ton souvenir dans une infinie mélancolie. Demain, une chanson, c'est pas un article, on écrit différemment. C'est très très dur une chanson. C'est très très dur. Parce qu'il faut que ça rime, il faut que les mots soient légers. Vous pouvez pas écrire métamorphose dans une chanson. Ça fait un peu lourd, vous voyez. Il faut trouver des mots aériens. C'est pour ça que les chansons sont très très bien en anglais. Parce que l'anglais est vraiment un langage chantant. Parce qu'en français, on a vraiment des mots, des meubles transportés. Mais ça a été formidable, parce que on gagne vraiment de l'argent. Avec une chanson. Alors, votre apprentissage, Catherine Pancol, d'abord vous arrivez à Paris Match, vous êtes l'enquêtrice. C'est une époque qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Les journalistes arrivent vers midi après avoir pris leur petit déjeuner. Non, mais pas les enquêteurs. Vos patrons. Oui, les patrons. Ils arrivent vers midi. Les journalistes avec le titre de journaliste. Voilà, donc ils ont pris leur petit déjeuner vers midi à la Belle Ferronnière, un café à côté, ils arrivent. Et vous avez déjà beaucoup travaillé. Ah oui, nous envoyait... C'est-à-dire qu'il y avait un sujet...
Et on nous disait, bon, ben, ramenez-nous tout ce que vous savez sur ce sujet. Donc, si c'était un cambriolage, il fallait aller interviewer tous les gens de l'immeuble, par exemple. Et après, il fallait passer au commissariat de police. Si c'était un incendie, il fallait aller voir les pompiers. Vous voyez, on faisait ce qu'on appelait faire les commissariats et ramasser des indices. Et on racontait tout ça sur une feuille de papier, ploum, 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 qu'on donnait aux gens qui allaient écrire l'article pour de bon. Oui, mais c'est une façon d'apprendre le métier. Ah oui, puis vous apprenez plein de choses. Moi, j'ai appris à faire des planques. Je sais pas ce que c'était que faire une planque. Quand, par exemple, je me rappelle, il y avait eu un otage qui était rentré en France et il fallait aller à l'aéroport. Et il fallait apprendre non, pas un otage. Oui, il y avait un otage qui était mort et un otage qui était vivant. Il fallait apprendre où allait être enterré l'otage mort. Et donc, je me rappelle, j'étais avec un photographe de match qui lui faisait des photos, l'arrivée de l'avion, l'arrivée du cercueil, le pleur de la famille, enfin, Paris Match, quoi. Et donc, il me dit, trouve l'endroit où l'autre va être enterré. Et donc, je me suis mis dans le convoi de la famille, en pleurant et en sanglotant, et je suis arrivée, j'ai demandé, où va-t-il être enterré? Et j'ai eu l'adresse. Voilà, c'était assez rigolo, quoi. C'était Tintin, en fait. En même temps, vous apprenez un métier que vous n'imaginiez pas exercer au départ, Catherine Pancol. Non, moi, j'étais partie pour être prof de français. Donc, ah oui, j'ai tout appris, là. Oui. Et vous avez aussi appris à écrire des articles, car finalement, vous aviez une écriture très littéraire, et il a fallu la simplifier. Je crois que votre écriture d'aujourd'hui, elle est née de cette époque. Elle est née, alors, parce qu'après Paris Match, à Paris Match, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelait Juliette Boiriveau, et qui m'a dit, ma petite fille, vous ferez rien à match, c'est un monde de macho. Donc, je pars faire un journal qui s'appelle Cosmopolitan. Venez avec moi. Et j'ai suivi Juliette. Et c'est elle qui m'a dit, je vais vous apprendre à écrire. Il se trouve que Cosmopolitan, c'était un journal né d'abord en 1886 aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Mais il y a une femme, c'est Helen Gurley Brown, qui a modernisé ce journal et qui a créé le premier journal féminin. Exactement. Et impertinent. Et impertinent. Et là, vous avez commencé à travailler et à tout faire dans ce journal. Oui, c'est tout. Parce qu'il y avait Juliette qui était rédactrice en chef. Il y avait quelqu'un à la maquette. Et moi, je faisais tout. Je faisais les voyages, je faisais l'horoscope. Je faisais les interviews, je faisais l'histoire du soutien-gorge. Je faisais absolument... C'était un mensuel, hein. Donc, vous aviez 3 pseudonymes, je crois. J'avais 3 pseudos pour faire croire qu'il y avait beaucoup de gens à la rédaction. Mais là aussi, on apprend son métier. Ah non, mais j'ai tout appris à Cosmo. Puis il faut travailler beaucoup, il faut travailler vite. Non. En plus, c'est un journal que Jean Prouveau, le propriétaire, avait lancé sans trop y croire, en disant ça marchera jamais. Pour sa petite fille, il voulait amuser sa petite fille. Voilà. Il voulait amuser sa petite fille. Lui, il avait un autre journal qui s'appelait Marie-Claire. Marie-Claire, qui était très digne, là, pour le coup. Parce qu'à Cosmopolitan, on était très, très effrontés. Hein. Vous savez qu'on a perdu 100 000 lecteurs au 4e numéro, parce que Juliette Boiriveau, elle avait l'idée de mettre un sexe en double page, et le titre, c'était « Comment s'en servir ?» À l'époque, c'était énorme. On a perdu 100 000 lectrices en une seule fois. Mais ça s'est fait remonter les bretelles. Oui, j'imagine. Non, mais c'est vrai que Juliette Boiriveau osait tout, et en même temps, c'est une époque où on commençait à oser. Exactement, ouais. Mais nous, on était révolutionnaires à Cosmo, mais quand je vois maintenant, aujourd'hui, je me dis, bah oui, c'est fastoche. Et vous faisiez une rubrique psychodrôle, je crois. Ah, mais je faisais tout. Je faisais le célibataire du mois, je faisais psychodrôle, je faisais tout. En même temps, vous avez été une pionnière d'une certaine presse féminine d'aujourd'hui, Catherine Pancol, sans vous en rendre compte. Oui, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Hein. Moi, j'avais quel âge à l'époque? Je suis rentrée à Cosmo, j'avais 22 ans. Vous vous rendez compte? Donc moi, ça me paraissait normal. C'était l'air du temps, en fait. Juliette, elle était très forte. Elle a saisi l'air du temps. Alors, comme elle devait avoir 40 ans, je pense, elle s'est dit, il vaut mieux mettre Pancol sur le coup que moi, quoi. Et en même temps, c'est une époque qui évolue, car les années 70 ont été vraiment le déclencheur du monde d'aujourd'hui. Oui. Sauf qu'il y avait une légèreté qu'il n'y a plus aujourd'hui du tout. La vie était très très simple. Hein. On fonctionnait sur l'envie, le désir et l'audace. On osait tout, puisque c'était pas très grave si on se plantait. Mais ce journal féminin, donc Cosmo, il y a eu d'autres journaux féminins, je ne sais pas si vous le savez, le premier journal féminin de l'histoire, il s'appelait Muse historique, en 1650. Muse, c'est quoi? Muse historique. Muse historique. Ensuite, c'est un mauvais titre. Le Mercure galant, en 1672, et à Londres, de Ladies Mercury, en 1693. Ce sont les ancêtres... En 1693, oui, il y avait déjà des journaux. Des journaux féminins, oui. Ça, vous êtes sûr? Ah oui, certains. En Angleterre. Ah, en Angleterre? Ah ouais.
Alors, il se trouve que cette époque, effectivement, ça vous a permis aussi d'apprendre à observer. Car quand tout ce que vous faites dans les livres aujourd'hui, c'est le résultat de l'observation de ces années-là. En fait, je crois que moi, je suis née comme ça. Je suis née, j'observe. C'est ma passion de regarder les gens. Je trouve ça passionnant de regarder les gens. Et je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me disait toujours qu'à Casablanca, je partais le matin avec un petit fauteuil en rotin. Et en face de la maison, il y avait les Galeries Lafayette. Et je m'installais au rayon bonbons des Galeries Lafayette avec mon petit fauteuil. Je mangeais des bonbons et je regardais passer les gens. Et j'étais comme dans la télévision, quoi. Exactement. Ouais. Mais ça venait d'où? C'était instinctif? Je pense que j'avais ça en moi, oui, je pense. Et vous avez toujours observé et pris des notes? Alors, pas quand Non, après, ouais. ensuite. Ben oui, parce qu'on oublie vite. Donc moi, je marque des trucs. Alors, de temps en temps, je me rappelle plus pourquoi j'ai marqué ça. Mais oui, je marque. C'est devenu presque un réflexe journalistique et ensuite romancier. Oui, et puis quand on est journaliste, quand on fait une interview et qu'on peut pas enregistrer pour je ne sais quelle raison, il faut prendre des notes. Et vous pensiez à l'époque faire une carrière de journaliste définitivement? Moi, j'ai jamais pensé faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est aussi typique de cette époque. C'est-à-dire que je m'étais retrouvée à match. J'avais bien vu qu'il y avait que les hommes qui pouvaient faire des choses, que les filles, on était quand même rangées au rayon des princesses, des robes et des expositions florales. Voilà. Et donc, je suis partie à Cosmo en me disant, moi, j'adore apprendre. Donc, je me dis, je vais apprendre peut-être un métier. Puis j'apprenais à faire des titres, des sous-titres, des accroches de couverture. On avait fait la campagne de pub pour Cosmo. Donc j'apprenais tout ça. Mais je n'avais pas du tout de plan dans la tête. Non, je voulais m'amuser et gagner ma vie. Voilà. Eh ben, vous vous êtes bien amusé. Et je me suis bien amusée, j'ai bien gagné ma vie. Et il y a une autre date dans votre parcours qui est très récente que j'ai repérée, qui va servir de fil conducteur à la prochaine séquence. C'est le 28 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Pancol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Pancol, un nouveau livre des choux et des reines chez Albin Michel. On va en parler dans quelques instants. Mais j'ai trouvé une date dans votre parcours qui est très récente. J'ai trouvé sur Internet, le 28 novembre 2023, une apprentie romancière qui se prénomme Diane évoque le retour de Catherine Pancol sur son dernier exercice d'écriture. C'est-à-dire que vous avez répondu à une jeune femme qui vous demandait des conseils en écriture et vous avez fait tout un développement. Ah, c'est possible, je fais ça, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a mis ça sur Internet et elle m'a dit, grâce à elle, j'apprends à écrire. Oui, parce que j'ai mis des ateliers d'écriture en ligne sur mon site Internet. Et pourquoi, gratuit. Et pourquoi vous avez décidé de faire ça? Parce qu'il faut aider les autres? Moi, j'ai un côté j'aime bien partager, j'aime bien transmettre. J'ai fait ça parce que je recevais très souvent des demandes. Est-ce que vous pouvez lire mon livre? Ou comment on fait pour écrire? Et donc, j'ai fait 3 ateliers d'écriture qui sont en ligne, d'ailleurs. Et j'ai suivi des cours, moi, à New York. Vous savez, après le succès de mon premier roman, il fallait en écrire. Ils m'ont demandé d'en écrire un deuxième. J'ai dit, mais moi, le premier, c'était une exception, quoi. Moi, je pensais en faire un. Puis, j'étais partie à New York. Après, je pensais partir en Argentine. Si ça se trouve, j'aurais épousé je sais pas, un cavalier argentin. On aurait vécu dans un ranch. J'avais aucune idée. Et puis il s'est trouvé que j'étais aux éditions du Seuil à l'époque. Ils m'ont appelé en disant il faut que tu nous écrives un deuxième livre. Et je dis non. C'est du boulot d'écrire un livre. Et puis j'étais quand même très jeune et j'avais envie de vivre. Parce qu'il faut être enfermé quand on écrit un livre. Il faut passer des heures toute seule. Et puis et c'est là où ils m'ont dit écoute, si tu nous écris un deuxième livre, on te paie les impôts. Et là, j'avais gagné beaucoup d'argent avec mon premier roman, Moi d'abord, qui avait très bien marché. Et j'avais beaucoup... Vous savez, on payait les impôts 1 an après. Hein. Et là, je me suis dit, ah ben non, là, Et les impôts, à l'époque, sous Giscard, on a oublié, mais c'était genre 75%. Hein. Ouais. C'était très, très cher, les impôts. Donc, j'ai dit, OK. Mais après, je me suis dit, mais comment on écrit un livre? Parce que moi, j'avais raconté ma vie dans Moi d'abord. Mais je n'avais pas passé mon temps à raconter ma vie. Et donc, je suis allée... J'avais rencontré dans un avion une dame qui travaillait à Columbia, qui faisait partie de l'administration de Columbia. Je suis allée lui demander, je lui ai dit, est-ce que je peux suivre des cours? Mais ça coûtait très, très cher. C'était une blinde. Et donc, elle m'a dit, écoutez, je vais vous inscrire en auditeur privé. Vous n'aurez pas de diplôme. Mais moi, j'avais mes diplômes français, ça m'allait très bien.
Et j'ai appris comment écrire un roman, comment écrire une pièce de théâtre, comment écrire un scénario, où me poser la caméra si on veut filmer. J'ai appris plein de choses. J'ai passé 1 an et demi à prendre tous ces cours. J'étais comme une folle. J'étais vraiment... j'ai adoré. J'ai eu Scorsese comme prof de cinéma, vous vous rendez compte? C'est formidable. Ah ouais, non, c'était... Et donc, j'ai gardé tous mes cours et puis je me suis dit, je vais en faire profiter les gens. Ah, il se trouve aussi que je crois que sans Robert Laffont, votre premier livre n'aurait jamais existé. Bah oui, parce qu'il m'a téléphoné un jour à Cosmopolitan et il m'a dit, écrivez-moi un roman. Et comment vous avez repéré dans les articles? Dans les articles, oui. Parce que grâce à Juliette, j'avais trouvé mon style. Parce que Juliette, quand elle m'a engagée à Cosmopolitan, elle trouvait que j'écrivais d'une manière très, très ennuyeuse. Et elle avait raison. Elle m'a dit, vous avez un style solennel, c'est pas vous, écrivez comme vous êtes. Mais c'est très dur à 22 ans de se dire qui je suis. Moi, je savais pas qui j'étais. Hein. Et donc, ça m'a pris un temps fou. Et elle m'a bien aidée. Et le premier article que j'ai fait où elle m'a dit, ça y est, vous y êtes. 15 jours après, il y avait Robert Laffont qui m'appelait en me disant, écrivez-moi un roman. Et il m'a pas lâché, hein, parce que moi, je voulais pas non plus. Non mais Robert Laffont faisait partie de cette race d'éditeurs qui aimaient les livres, ce qui est plus très courant aujourd'hui. Et je me souviens un jour, il m'a raconté, il est chez lui un samedi matin, il n'a rien à faire, il y a un courrier qui arrive, une enveloppe, il l'ouvre dedans, il y a un manuscrit, même pas relié, il le lit, il dit c'est formidable, c'était Papillon. Ah, et oui, c'est comme oui, ça comme qu'il ça a découvert que Papillon, alors que tout le monde avait jeté ce roman. Oui. Non, mais c'est un homme... C'est un homme qui était d'abord très malin parce qu'il a débusqué des tas d'écrivains américains. Hein. Salinger, c'est lui, qui était publié en Amérique mais dont on voulait pas en Europe. C'est quand même une autre manière d'écrire, les écrivains américains. Et il les a tous publiés, hein, tous. Alors, il se trouve aussi que vous avez été dans ces années-là une pionnière dans un autre univers. Écoutez. Je découvre ma vie, moi. Vous êtes, Catherine Pancol, une pionnière du sitcom, bien avant Jean-Luc Azoulay, bien avant Hélène et les garçons. Oui, j'ai écrit Lily petit à petit. Ouais. Oh là là, 30 heures, c'était 40 heures, je me rappelle plus. On l'a vendu en Chine, vous vous rendez compte? Et comment c'est venu, ça? Parce que je vivais avec un monsieur qui s'appelle Pierre Lescure, et il était arrivé à la direction de Canal+, et il fallait pour pratiquement le lendemain un feuilleton pour lancer la chaîne. Et Pierre était rentré un jour à la maison en me disant, écris-moi, on m'avait dit écris-moi un roman, maintenant on me dit écris-moi un feuilleton. Et moi j'avais jamais fait ça. Et je me suis mis avec une scénariste qui s'appelle Joëlle Goron. Et toutes les deux, on a écrit Lily petit à petit, mais en un temps record, je me rappelle, on écrivait, il y avait le coursier qui venait chercher les scènes au fur et à mesure. Mais c'est fou parce que l'écriture d'un roman et celle d'un feuilleton n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut écrire encore plus rythmé. C'est-à-dire, c'est un autre rythme. Le truc de l'écriture, c'est que l'écriture, il faut donner une musique aux mots que vous employez. Alors, quand vous écrivez une nouvelle, par exemple, c'est encore une autre écriture. Quand vous écrivez une saga, c'est un style. Quand vous écrivez, par exemple, pour les choux et les reines, c'est encore une autre écriture parce qu'il est plus petit. Et quand vous écrivez un scénario, c'est que du dialogue. Donc, il faut faire passer dans le dialogue ce que vous faites passer dans des phrases dans le livre. Et les sitcoms, effectivement, ça existait en France en 62. Il y avait eu un sitcom qui était Quand on est deux avec Pierre-Louis et Odette Laure, qui étaient deux vedettes de la télévision et qui avaient fait un mari et une femme comme ça dans leur quotidien. J'ai pas vu. Moi, je suis arrivée très tard à la télé. Et quand même, dans votre série, il y avait Sabine Paturel, il y avait Olga Georges-Picot, il y avait Jacques Marin, qui était un comédien qui était un très bon, qui avait joué dans les films d'Hitchcock. Exactement. Ouais. Donc, c'était pas n'importe quoi. Il y avait Mireille d'Arc qui faisait une apparition. Voilà. Et Mireille d'Arc, justement, elle a eu beaucoup d'importance ensuite parce qu'elle a adapté un de vos romans, La Barbare. Ouais. Et on se rend compte aujourd'hui, et d'ailleurs grâce aux écrits qu'elle a laissés à sa mort et que Pascal Després, son mari, a publié, on se rend compte qu'elle n'avait rien à voir avec l'image de ses films. Non, rien du tout. Elle a été vraiment prisonnière du personnage qu'on lui a créé. Parce que moi, je la connaissais bien, Mireille. Elle était bien plus intéressante que le personnage de grande blonde. Mais elle était très drôle. Grâce à Audiard, elle a été arrivée à construire un personnage intéressant. Oui, mais en même temps, elle était très différente. La Barbare, par exemple, quand elle a mis en scène, là aussi, c'est une aventure que vous n'imaginiez pas. Non.
Non, non, mais ma vie, je l'imaginais pas du tout. Moi, si petite fille, vous me racontez ma vie, je serais tombée de ma petite chaise. Et Mireille d'Arc, vous avez laissé carte blanche à Mireille d'Arc pour ce film, car vous laissez carte blanche pour les films. Ben, on est obligé, hein. Oui. Je veux dire, le metteur en scène, il doit s'approprier l'histoire. Sinon, il peut pas se la réinventer pour la mettre en image. Et alors, vous avez fait plein de romans qui ont bien marché, et puis un jour, la saga est venue. C'est presque Les yeux jaunes des crocodiles, c'est presque la résultante de tout ce que vous avez écrit avant, Catherine Pancol. Oui, c'est très bizarre. Je m'y attendais pas du tout. Hein. C'était la première fois que je faisais c'était un très très gros livre. Je crois qu'il y avait déjà 650 pages. Oui. Alors, ça a mis un peu de temps à démarrer, comme ça. Et puis, tout d'un coup, ça a éclaté et ça a été partout. Non, je prenais le métro, je voyais que des gens qui lisaient Les yeux jaunes des crocodiles. Mais pour quelqu'un qui ne voulait pas écrire de roman, vous écrivez 650 pages. Oui. Comment c'est venu l'idée de faire Non, mais là, c'était mon 6e ou 7e. Oui. C'est-à-dire qu'après, moi, d'abord, en effet, La Barbare. Après, Scarlett, si possible. Et c'est au 4e livre, Les hommes cruels ne courent pas les rues. Je me rappelle, j'habitais New York à l'époque et j'étais en train d'écrire. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire toute ma vie. C'est au 4e livre que je me suis dit que j'allais faire ça toute ma vie. Parce que j'avais aucune idée que je pouvais faire ça toute ma vie. C'est un conte de fées qui m'est arrivé quand même, moi. C'est fou, hein. Je sors un premier roman que d'habitude, vous en vendez 3000 quand ça marche bien. J'en vends 300 000. Vous vous rendez compte, ma vie, elle était déjà changée. Et Les yeux jaunes des crocodiles, je crois que même en Russie et en Allemagne, vous avez eu des prix. Et en Chine. En Chine. Oui. Mais comment ça s'explique? Mais je sais pas. J'ai reçu un mail d'un soldat chinois qui avait 20 ans. Et il m'a dit, il m'écrivait en anglais, il me disait, I'm a soldier, je suis un soldat, j'ai 20 ans, je suis dans l'armée chinoise, je suis Joséphine. Tout le monde s'est identifié à cette femme, tout le monde. Est-ce que c'est le résultat de vos observations que vous avez transcrit dans cette saga? Ah, mais j'en sais rien. Ça, oui. Moi, du reste, de temps en temps, les gens viennent me faire encore signer des crocodiles. Je signe encore des crocodiles à chaque signature. Et quelquefois, je le feuillette, et je le lis, je lis trois phrases, je me dis, c'est bien quand même. Oui, parce que vous l'avez écrit, ça a été 4 ans de travail. Oh oui, ça a été énorme. Et puis après, j'ai fait La valse lente des tortues, oui. Les écureuils de Central Park sont tristes. Donc j'avais de plus en plus de personnages, et à la fin, j'avais 152 personnages. Vous imaginez d'avoir 152 personnages dans sa tête? C'était beaucoup de travail. En même temps, ça vous passionnait? Ah, mais j'adore ça. De toute façon, ouais. Et vous avez aussi ouvert la voie aux générations futures parce qu'il y a des livres qui ont été faits chez McDo. Ah oui. Une série de livres. Et je crois que c'est Éric Emmanuel Schmitt et Alexandre Jardin qui ont ouvert la voie. Non, c'est Alexandre Jardin. Oui. Après, il y a eu... Éric Emmanuel Schmitt l'a fait. Et après moi, oui. Juste c'est lui qui m'a remplacé. Il y a eu Alexandre Jardin, il y a eu quelqu'un d'autre, et puis moi. Il se trouve que c'est une collection... Marc Lévy. Marc Lévy. Oui, Marc Lévy. Voilà. Et c'est une collection de livres sur les instruments de musique au départ. Moi, j'ai fait les instruments de musique et on n'est jamais seul quand on a un livre. Mais vous savez qu'ils en distribuaient 1 million par mois, McDo. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les enfants avaient le droit entre un petit jouet ou un livre. Et moi, j'étais très, très fière, et Éric Emmanuel peut l'être aussi, et Marc Lévy. Voilà. On a bien réussi notre opération parce que les enfants se sont mis à choisir des livres. Et un jour, je prends un taxi, là, récemment, et le chauffeur de taxi me regarde et il me dit, vous êtes Catherine Pancol? Je dis, oui, oui. Et il me dit, c'est vous qui avez écrit le petit garçon qui voulait un ukulélé? Je dis, oui, oui, c'est moi. Oh, vous pouvez me faire un autographe pour mon fils? Il avait un petit garçon qui avait 5 ans, il lisait cette histoire tous les soirs et il l'adorait. Mais c'est très difficile d'écrire des histoires comme ça. Et voilà. Et alors, écrire pour les enfants, c'est encore une autre chose. C'est encore une autre comptine. Il faut se mettre dans la peau de l'enfant, pratiquement? Il faut trouver des mots pour rebondir, pour capter son attention, parce que l'attention d'un enfant est très volatile. Et il faut lui faire comme une petite comptine. Il faut que ça l'amuse. Il faut lui faire peur. Ils adorent quand ils vont avoir peur. Ils savent. Il faut faire monter la peur. Il faut les faire rire. Et il faut que ça finisse bien. Puis, il se trouve que moi, je me souviens de Piccolo, Saxo et compagnie, qui était un conte pour enfants musical fait par Jean Broussol en compagnie de la chanson et André Pop en 56. Quand c'est sorti, personne n'y croyait. François Perrier, par amitié, a accepté de lire le texte au micro et ça a fait plusieurs millions d'exemplaires. Ah ouais, c'est fou. Non, il y avait aussi, j'oublie le nom là. Pierre et le Loup. Bien sûr.
Moi, mes petits-enfants, ils écoutent Pierre et le Loup, quoi. Ils adorent. Et puis j'ai remarqué dans la collection que vous avez fait, il y a un livre sur Sherlock Holmes. Vous avez fait dans les livres, un livre. Si, il y a un Sherlock Holmes, il y a un Heidi, un Robinson Crusoe. Ah oui, mais ça, c'est les livres. Il faut toujours un livre pour pas être triste. Voilà, exactement. Ça, c'était pour McDo aussi. Voilà. Et ça, c'était Ouais. encore autre chose. C'est Oui, aussi une façon oui, d'aimer la c'était- lecture. Oui, de donner envie aux enfants de lire. Voilà. Mais si je parle de Sherlock Holmes, c'est parce qu'il y a un Ah, personnage bon, oui. Sherlock dans le livre qu'on va évoquer à travers la date du 29 avril 2026. A tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Pancol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Catherine Pancol, mon invitée. Donc on a évoqué votre passé, votre goût du roman qui est venu petit à petit. Et puis le 29 avril 2026 est sorti Des choux et des rennes, un roman chez Albin Michel. Alors d'abord, on est habitué aux sagas, là c'est un roman. Et le titre, je crois qu'il provient de Lewis Carroll. Lewis Carroll, oui. Pourquoi ce titre? Bah, vous savez, c'est en traversant le miroir avec Alice. Alice, Il rencontre un vieux morse et le vieux morse dit il faut parler, c'est le moment, il faut parler de tout, des navires, de la cire, des cachets et des seaux, des choux et des rois. Alors sauf que moi j'ai pris des choux et des reines. Oui, parce qu'il y a des femmes dans le roman. Parce qu'il y a pratiquement que des femmes dans le roman. Et ce roman vous avez fasciné, Lewis Carroll? Et quand j'ai lu cette phrase de Lewis Carroll, j'ai décollé. Mais c'est comme quand j'étais petite, vous voyez. Les mots me font décoller, moi. C'est fou, hein. Et en fait, Alice au Pays des Merveilles, il s'appelait Charles Dodgson au départ, c'était un professeur, et il emmène des enfants sur la Tamise, et pour occuper les enfants d'une petite Alice, il invente une histoire, et c'est comme ça qu'elle lui dit, enfin, écris ton histoire, et oui. c'est devenu Alice au Pays des Des Merveilles. merveilles, qui est magnifique. Ce roman, il parle d'un thème qu'on a longtemps dissimulé, mais qu'on évoque aujourd'hui et même de plus en plus, c'est l'emprise. Pourquoi avoir écrit ce livre d'abord? Parce que lors d'une signature, j'ai rencontré une jeune fille qui avait très envie de me raconter son histoire. Or, quand je fais une signature, il y a une queue. Et au bout d'un moment, si je reste trop longtemps avec la même personne, les gens s'impatientent. Donc, je sentais que c'était vital pour elle qu'elle me parle. Donc, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous promets que je vous appelle. On va déjeuner ensemble et on aura tout le temps de parler. Et je l'ai fait. On est allés déjeuner ensemble. Et elle m'a raconté son histoire. Et je ne sais pas comment vous dire, j'ai été fascinée par cette histoire parce que c'était une histoire d'emprise. Mais c'était l'histoire d'une drôle d'emprise. C'est-à-dire que elle avait rencontré un homme. Alors, elle était ravissante. Elle avait fait des très bonnes études. Elle avait un très bon travail. Tout allait bien. Sauf que, parce que je lui ai demandé après, j'ai dit, comment a été votre enfance? Elle avait une enfance très triste. C'est-à-dire que ses parents ne s'occupaient pas du tout d'elle. Elle était négligée. Et quand elle a rencontré cet homme, c'est là où ils sont très très forts, les manipulateurs. C'est qu'il a compris que c'est ce dont elle avait besoin, qu'on s'occupe d'elle, en fait. Et il a commencé à la traiter comme une petite fille qu'elle n'avait jamais été. Et c'est-à-dire qu'il lui donnait son bain, il lui lavait les cheveux, il lui faisait un brushing, il l'habillait, il lui achetait des pantalons chauds en hiver. Et vous voyez, et puis petit à petit, il s'est rendu indispensable. Et elle s'est fanée, quoi. Elle s'est étiolée. Et évidemment, il l'a coupé de ses amis, et de sa famille. Et puis, il a commencé... Autant il s'occupait de bien d'elle comme un petit bébé, quoi. Mais autant il dénigrait la personne. Donc, elle a eu de plus en plus de mal à aller au travail. Elle était plus sûre d'elle. Elle ne pouvait plus mener une réunion. Et elle s'est dit, il faut que je parte. Mais elle n'avait même plus la force. Elle n'avait plus la force physique. Et puis, elle a rencontré une de ses amies qui revenait d'avoir fait ses études à l'étranger et qui l'a aidée à partir. Et pourquoi elle vous a raconté cette histoire? Pourquoi a-t-elle eu envie de vous... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me racontent leur vie. Parce que je dois une personne... ils doivent se dire, celle-là, on peut lui parler. Et en même temps, ça a tourné dans votre tête pendant plus de 2 ans. Ah oui, j'ai pensé, oui, bien 1 an et demi. J'ai pensé parce que je me disais... Il y avait quelque chose dans cette histoire d'emprise qui ne ressemblait pas aux autres histoires d'emprise. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que cet homme... Il a souffert aussi de son départ. C'est-à-dire que chacun a trouvé dans l'autre ce qu'il n'avait pas eu. Lui, il n'avait pas eu d'enfant. Et elle n'a pas eu de parents. Et en fait, à eux deux, ils ont fait une cellule familiale. Sauf que c'était malsain. Vous voyez, il fallait pas qu'il fasse ça. Mais c'est lui qui était responsable. Parce qu'elle y est allée très innocemment et tout.
Mais il y avait un truc qui était original dans cette histoire et que j'arrivais pas à oublier en tous les cas. Ça me revenait toujours en tête. Oui, mais l'emprise, en plus, c'est un sujet dont on ne parle pas jusqu'à On en ces parle dernières beaucoup années. maintenant. Mais Ah oui, maintenant, ouais, mais jusqu'à ouais. ces dernières années, les femmes gardaient ça pour elles. C'est-à-dire qu'on parlait, mais que personne ne nous écoutait. C'est ça le gros problème. C'est qu'on parle. Moi, j'ai parlé de tout ce qui m'est arrivé, mais on m'écoutait pas. On disait oh là là. Vous voyez. Le déclic s'est produit. Donc, vous avez eu envie de raconter une histoire avec une jeune femme qui s'appelle Sophie. Bon, ce qui l'intéresse, elle est libraire au départ. Là, Oui, elle travaille dans une librairie. donc les livres, consommation des livres. Et puis, elle va tomber sous l'emprise d'un homme qui est beau et qui lui, est assez astucieux pour justement qu'elle tombe dans le panneau. Oui, mais il est très malin, lui. Il est très malin. Et puis, il est un peu mystérieux. Vous voyez, il a... la première scène, quand ils se voient, c'est un peu bizarre quand même. Moi, je serais partie là tout de suite. C'est violent. Et elle se dit non, elle relève le défi. Elle y va, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur et on s'aperçoit que finalement, elle va être tellement coupée de sa force qu'elle finira par avoir peur de tout. Quoi. Et en même temps, bon, il n'est pas violent au départ. Non, il n'est jamais violent. Hein. Il n'est jamais violent, mais en même temps, elle devient presque un esclave, elle est recluse. Un Oui. peu comme celle que la femme Oui, que vous oui, rencontrez. il l'enferme à clé quand il sort. Ouais. Et donc, remarquez, c'est arrivé aussi avec Piaf, quand elle habitait avec Paul Meurice, il l'enfermait à clé Ah pour bon qu'elle ne boive pas. Seulement, c'était au rez-de-chaussée, elle sortait par la fenêtre. Ah oui, d'accord. Ah oui, C'était ah autre oui, chose. ah oui. Ouais. C'est une autre forme de réclusion. Alors, il se trouve que donc, vous imaginez qu'elle va un jour fuir et retrouver une amie d'enfance. Voilà. Parce que c'est... Ça arrive très vite, hein, c'est la première page du livre. Oui. Elle saute dans un train, elle s'en va. Parce que... et ça va être le point de départ. Et ça se passe dans une région que vous connaissez bien, qui est la Normandie, Oui. du côté de Fécamp. Oui, c'est là où j'ai une maison et j'adore cet endroit. Et c'est vrai que vous évoquez les falaises de Fécamp, vous évoquez l'abbaye de Fécamp, qui est d'ailleurs, je crois que l'abbaye de Fécamp, c'est le deuxième lieu de pèlerinage après le Mont-Saint-Michel. Oui, enfin, sauf que c'est fini là maintenant. Ils viennent plus, hein, je les vois plus, les pères. Alors, il se trouve que à travers cette histoire, vous racontez en même temps la mécanique pour sortir de cette emprise. Ouais, Catherine Pampel. ouais, C'est ça ouais. le sujet du Oui. livre. Oui, c'est ça, c'est comment... Non, parce que les gens qui tombent sous emprise, ce sont des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ils laissent rentrer tout le monde chez eux, vous voyez. Ils savent pas qui ils sont. Et donc, pour résister à une emprise ou pour... je sais pas, ou pour sortir d'une emprise, il faut faire connaissance avec soi, il faut apprendre à s'aimer, à s'estimer et à être fier de ce qu'on est. Parce que sinon, vous tombez sur le premier individu qui peut vous manipuler si vous savez pas qui vous êtes, vous voyez. Et en plus, il y a un rebondissement, c'est-à-dire qu'il y a une chose aujourd'hui qui s'appelle la géolocalisation. Ah oui, ça Qu'elle va c'est en au être début victime. du livre aussi. Ben oui, parce que lui, il a une bande de copains qui sont pas très recommandables. Il joue au tiercé et ça a pas l'air d'être... il y a beaucoup de manip, à mon avis. Et il a des espèces de sbires qui travaillent pour lui et qui va lancer sur la piste de Sophie. Parce qu'il veut la retrouver. Oui, mais oui, bien sûr. Et dans ce livre, il y a beaucoup de flashbacks, car elle revient dans son enfance. Oui, quand et elle ça, a- c'est quand- une chose ouais. importante. Quand elle arrive dans ce petit village de Normandie, où elle venait passer ses vacances quand elle était petite avec son amie qui l'a recueillie, elle va se souvenir de son premier amour d'enfant. Qui s'appelle John, John. et à qui elle va faire découvrir Romain Gary, Oui. qui est cher à votre cœur. Oui. Car Romain Gary, ça a été un de vos premiers fans. Bah, ça, moi, j'étais surtout très fan de lui. Oui. C'est un de mes premiers, c'est un des premiers qui a lu mon premier livre. Voilà. Et c'est vrai que Romain Gary, c'est un personnage qu'on ne lit pas assez aujourd'hui. Et Moi, il est très lu aujourd'hui. oui, hein. mais il mériterait d'être encore plus lu par Ah la oui, jeune génération. ouais, ouais. Moi, je me souviens d'un personnage très mystérieux. C'était à la fois l'élégance et le Ouais. mystère. Il cultivait le mystère en Oui, permanence. oui. Mais c'était un mystère, mais même pour lui, hein, je pense. Alors, donc, elle va se retrouver dans ce passé, faire découvrir Romain Gary à ce copain d'enfance. Et en même temps, il y a un déclic qui est à l'origine de votre livre. C'est un déclic journalistique quand vous avez rencontré une vieille comédienne du muet qui s'appelait Louise Brooks. Ah oui. Ouais, Ça, c'est aussi important parce que là aussi, vous êtes souvenu de cela parce que c'était une femme sous emprise pratiquement aussi. Alors, Louise, elle avait été violée à 9 ans. Et mon avis, son père avait des rapports. Alors, je crois qu'il l'a jamais violée, mais il avait des rapports incestueux avec elle.
Et c'était une femme. Alors voilà une femme qui était très très belle, très intelligente, brillante, et qui pensait qu'elle était une petite merde. Elle parlait d'elle en disant petite merde. Et donc, on pouvait la traiter comme une petite merde puisqu'elle pensait qu'elle était une petite merde. Si vous commencez à vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, vous ne laissez pas rentrer les gens et vous traitez comme une petite merde. Et c'est aussi une clé de votre livre, car c'est un livre qui permettra à des femmes qui, justement, se sentent peut-être pas comme des petites merdes, mais assez faibles. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent comme une qui petite vont merde. comprendre qu'on peut remonter et qu'on peut s'en sortir. Parce qu'elle finit par s'en sortir. En Voilà. faisant des choses très simples, hein, pas en faisant des choses compliquées. C'est-à-dire que ça, vous avez rencontré comme ça des femmes qui ont essayé de s'en sortir et qui s'en sont sorties, ou c'est sorti de votre Mais alors, imagination? la jeune fille que j'ai rencontrée s'en était sortie. Voilà. Hein. Mais en même temps, vous sentez bien qu'elle n'est pas la seule dans cette société. Ah, mais qu'il il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que les femmes, très souvent, moi j'ai interviewé beaucoup de femmes quand j'étais journaliste. Et très souvent, elles me disaient, des stars, hein, parce que je travaillais pour elles ou pour Paris Match, donc c'était que les stars. Et très souvent, j'étais étonnée, parce qu'à la fin d'une interview, elle disait, mais je n'en serais pas rêvée là, je n'ai pas eu mon ami, ou mon mari, ou mon agent. Ce qui voulait dire, moi, toute seule, je peux rien faire. Or, c'est pas vrai. C'est elle qui avait fait le travail, quoi. C'est elle qui était là. Elles étaient les vedettes de leur vie. Mais il fallait toujours qu'elle dise non, c'est lui qui a tout fait. Elle pouvait pas imaginer qu'elle avait cette force en elle. Et le problème des femmes, c'est ça, c'est de se dire, j'ai de la force en moi, je peux le faire. Au lieu de dire, je suis pas assez bien pour le faire. Et c'est ce qu'on comprend en filigrane dans ce livre. Alors, moi, j'ai toujours entendu dire qu'un homme sans une femme n'était rien. Mais c'est vrai. Une autre façon de faire des choses. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Exactement. Et puis, il y a de la musique aussi dans votre livre, et notamment cet artiste mondialement connu. Ouais. Pourquoi Bob Dylan? Parce que j'aime beaucoup. Voilà. C'est qu'il a fait un concert en 66 à l'Olympia. Première partie, tout va bien. Et à l'entracte, il dit, ou vous me présentez Françoise Hardy tout de suite parce qu'elle est dans la salle, ou je ne fais pas de deuxième partie. Donc on est allé chercher Françoise Hardy dans la salle pour qu'elle rencontre Bob Dylan. Qui était très timide. Il était très timide, il n'osait pas. Alors il y a aussi Virginie Despentes que vous citez dans ce livre. J'adore sa phrase. C'est la métamorphose. Un matin, on se lève et on s'aperçoit que dans le silence et la discrétion, on est devenu quelqu'un d'autre. Et ça, justement, c'est une des clés de ce livre, avec un autre personnage qui est un chien, Sherlock. Et c'est vrai que vous êtes une amoureuse des chiens, et vous évoquez les chiens en même temps qui ont plein de qualités qu'on ignore. C'est-à-dire que ce qui est difficile... Ce qui est difficile avec les chiens, il paraît que c'est plus facile avec les chats, c'est que les chiens, moi je voudrais savoir ce qu'ils ont dans la tête, et j'arrive pas à le savoir. Et mon chien à moi, qui s'appelle Boy, par exemple, quand il veut quelque chose, il s'assied en face de moi et il me fixe, mais alors, avec une intensité incroyable. Et alors, je lui apporte un gâteau, c'est pas ça, je lui montre sa laisse, c'est pas ça, je cherche sa balle, c'est pas ça. Et il reste, et il est devant moi, c'est comme ça. Vas-y, essaye encore, essaye. Et il y a des moments où je sais plus quoi faire. Je dis, mais mon vieux, je sais plus quoi faire, qu'est-ce que tu veux, quoi? Explique-moi. Le chien que j'ai en ce moment est absolument incroyable. D'ailleurs, tout le monde tombe amoureux de Boy. Et puis, il est très, très bien élevé, parce qu'il vient d'une très vieille famille écossaise. C'est un border terrier. Et il est incroyable. Il mange avec beaucoup de délicatesse. Il rentre pas dans une pièce si vous lui avez pas fait signe. Voyez. Alors, des choux et des rennes, on va pas raconter l'histoire, mais on va suivre le cheminement de cette femme pour justement se sortir de cette emprise. C'est presque un livre à recommander. C'est presque un livre à recommander pour celles qui n'ont pas l'espoir de s'en sortir. Oui, c'est-à-dire qu'elles croient qu'elles ont pas la force. Mais moi, je rencontre tellement de femmes comme ça, tellement de femmes qui me dit, il y en avait une un jour qui m'a dit écrivez-moi oser en dédicace, oser. Je lui ai écrit oser partout, O-S-E-Z, parce qu'elle se disait je vais jamais oser. Et vous avez osé l'écrire parce qu'il fallait l'écrire, ce roman. Vous avez hésité. Non, j'ai pas hésité. Moi, quand j'ai une idée, qui arrive comme ça, comme celle-là, j'y vais. De toute façon.
Qu'est-ce que je veux dire Sinon, le succès, qu'est-ce que vous avez... Non, mais c'est même pas, je pense même pas au succès, mais je pense que quand une idée est aussi... C'est comme si l'idée, elle tapait à la porte de ma tête. Et bon, au bout d'un moment, je lui dis, allez hop, on y va. Et puis surtout, j'avais déjà, dans ma tête, j'avais déjà élaboré le personnage de Sophie, qui est arrivé assez vite dans le... Et puis, et je voyais vaguement où ça allait se passer. Tout, parce que quand on écrit, on a... Enfin, moi, quand j'écris, c'est comme un brouillard, voilà. Et les choses sortent du brouillard petit à petit. En tout cas, c'est pas le brouillard, c'est un rayon de soleil, ce livre. Un message d'espoir, des choux et des reines chez Albin Michel. Un roman en attendant les suivants, parce que vous allez continuer. Oh ben, j'espère. Voilà, écoutez, vous reviendrez avec Clés d'une vie, une fois de plus, j'espère. pour en parler, avec joie. Merci Jacques. Merci Catherine Pancol. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.